Que la dernière fois, on a regardé un mécanisme particulier pour essayer d'expliquer la cinétique d'ordre 1. C'était le mécanisme Lindemann-Christensen. Et le message était qu'il y avait une barrière d'énergie physique qu'il fallait dépasser pour effectuer la réaction. On va préciser les notions aujourd'hui. Donc, regardons une réaction simple. Puis ici, on mettra la coordonnée de la réaction. Je ne vais pas préciser ce que ça veut dire. Disons que c'est un coordonné qui décrit la réaction, donc une longueur de lien particulier, un angle de géométrie, une coordonnée qui décrit la réaction bien. Bon, donc on commence avec les réactifs, on finit avec les produits, puis il y a une barrière physique qu'il faut dépasser. Donc ici, le point minimal, là, okay, donc dans cette image, c'est un maximum, mais c'est un point minimal parce qu'il pourra avoir aussi des trajectoires comme ça. Mais le minimum dans cette distance, le point ici s'appelle l'état de transition. Bon, donc, des quantités thermodynamiques, la différence entre les énergies de réactifs et produits, c'est delta G de la réaction. La différence entre les réactifs et l'énergie de l'état de transition, c'est l'énergie d'activation ou on préfère delta G d'activation. Pourquoi? Pour des raisons. Donc, je ne crois pas que ça, c'est un concept nouveau pour vous, mais on va discuter l'état de transition. Donc, c'est quoi une molécule? Une molécule est un arrangement de noyaux et de la densité électronique. OK. Pourquoi stable? Disons qu'on a une molécule de H2O. Les liens ont une longueur particulière au minimum. Si on augmente la distance entre un H et un O, ça va augmenter l'énergie. Donc, la structure optimale est un minimum avec une longueur de lien particulier. Pour des raisons quantiques, c'est toujours en mouvement, mais il y a un minimum bien défini. Donc, une molécule est un arrangement stable de noyaux et de la densité électronique. Pour changer la géométrie, il faut ajouter d'énergie. Donc, d'où vient cette énergie? De partout, mais en particulier, si on n'ajoute pas directement, ça vient de l'énergie cinétique. Donc, les molécules des réactifs sont en mouvement.
il va entrer en collision puis échange d'énergie cinétique jusqu'à ce qu'il y ait des molécules particulières avec assez d'énergie pour former les produits. Comment? Il faut passer une géométrie qui est plus haute en énergie. Donc, l'état de transition, le point ici au maximum, c'est une géométrie particulière. Donc, géométrie, c'est quoi? Un arrangement de noyaux, arrangement d'atomes, si vous voulez. La structure optimale, disons minimale, par laquelle il faut passer pour former les produits. Donc, un exemple que vous connaissez, c'est la réaction SN2, symétrique. Non symétrique, c'est connu aussi, mais symétrique, c'est beaucoup plus clair. On commence avec, disons, BrCH3, puis on a un Br-, et la réaction fait... Bon. La structure au milieu de cette réaction-là, c'est l'état de transition. Les H sont tous dans un plan. Ensuite, il y a les deux Br qui sont équidistants du C. Donc, ce n'est pas une géométrie qui est stable. Si on change la distance ici, ça cause directement un changement de cette ligne-là. Autrement, si on change cette distance-là, ça cause directement un changement là et formera c'est pas bien dessiné, mais ça formera soit un des produits ou celle-là, dépendant des distances là. Donc, ce n'est pas une géométrie stable. Okay, strictement en termes de calcul différentiel, oui, c'est un point stable, mais ça se change très facilement. Ça tombe facilement au produit. Ok, je vais... Toute la réaction est décrite par ces deux distances-là. Le reste de la molécule est optimal. Donc, si on éloigne ce lien-là, on augmente l'énergie, etc. La réaction par ce mouvement, disons. Ok, on va redessiner. Donc, si on fait un diagramme d'énergie, on a quelque chose comme ça, à cause que c'est symétrique.
Donc, l'état de transition que je vais écrire TS. Le TS est un maximum dans la direction de la réaction. C'est quoi ça? C'est ce mouvement-là. L'état de transition est un minimum dans toutes les autres directions. Donc, quelles autres directions est-ce qu'il y a? Si on augmente la distance entre le C et le H, ça va augmenter l'énergie de la structure. Donc, dans cette direction, l'état de transition est un minimum. Dans cette direction, c'est un minimum, puis dans cette direction, c'est un minimum. Ça pour dire, l'état de transition est la structure d'énergie minimale il faut dépasser pour former le produit. Le mouvement qui décrit la réaction, l'état de transition est un maximum. Dans toutes les autres directions de mouvement, c'est un minimum. Et les réactifs et les produits sont des minimums dans toutes les directions. Bon, en termes de thermodynamique, thermochimie, on appelle ça l'énergie d'activation. Et je vais écrire en particulier delta G double dagger, là. Des autres textes vont utiliser, et peut-être Atkins aussi vont écrire EA. Il y a une distinction que je ne vais pas préciser dans le cours. Si vous êtes intéressé, on en parlera. Tout ce que je dis, c'est correct pour delta G, delta 2 DAG. Donc, c'est quoi ça? C'est la différence entre l'énergie libre Gibbs de l'état de transition moins l'énergie libre de Gibbs des réactifs. Et si on fait un plot de, en particulier G, cette énergie-là, c'est ça. Ça, c'est delta G de la réaction. Et si on veut dépasser la réaction des produits aux réactifs, il faut dépasser cette barrière-là. Pourquoi? Parce qu'on commence ici, il faut dépasser cette barrière. Donc, le montant d'énergie est différent. Disons delta G inverse, qui est la somme des deux.
Bon, donc, le taux de réaction est une fonction de delta G d'activation. On va le voir tantôt. Pour l'instant, il y a un principe en chimie organique en particulier. Donc, si on commence avec A, et A peut soit former D ou C. Disons que les énergies sont identiques, il n'y a aucune différence. Puis il y a un montant d'énergie là, puis un montant d'énergie là. Donc, ça, c'est une énergie d'activation, et ça, c'est une énergie d'activation, et ils sont différents. Donc, delta GC, puis delta GD. Il y aura une différence dans le taux de production de D et C, et ça dépend des différences des delta G. Donc, la formation des produits dépend de la différence et là, il y a une notation que je déteste absolument, mais que vous compreniez la différence entre la différence de deux choses. Donc, le taux de formation des produits dépend de cette différence-là, et en particulier, les concentrations de D et C sont proportionnelles, donc, mais pas égales, mais proportionnelles à l'exposant de moins de delta G, comme ça. OK, et je veux que vous compreniez, est-ce qu'il y aura plus de D ou de C? Il y aura plus de D. Pourquoi? Parce que l'énergie d'activation est plus basse. Donc, la réaction se passe plus rapidement. Et on peut imaginer des situations plus complexes aussi, mais c'est ça le principe. Bon, donc delta G est une fonction de la température. Donc, il faut avoir assez d'énergie pour dépasser la barrière. D'où vient cette énergie? C'est l'énergie cinétique. Donc, avec plus d'énergie, en particulier plus d'énergie cinétique,
plus de molécules auront assez d'énergie. Et la réaction se passera plus rapidement. Donc, c'est quoi la mesure de l'énergie cinétique? C'est la température. Donc, il n'y a pas de développement pour ça qui est pratique pour vous. Donc, je vous dis que si on mesure le constant de vitesse pour plusieurs températures, ça nous donne une relation entre les données. Comment est-ce qu'on déduit la forme de la relation? On essaie de la linéariser. Et en particulier, on fait un plot donc, je vous dis que le logarithme naturel de k est en relation linéaire avec 1 sur t. Et la dépendance en particulier, c'est logarithme naturel de k, c'est un constant moins comme ça. Et la pente, c'est sur R. Pourquoi une énergie sur RT? Des raisons qu'on ne discutera pas dans ce cours. Bon, donc si on fait un plot de logarithme naturel de k versus 1 sur t, on a ordonné à l'origine définie par logarithme naturel de a. Et la pente, c'est moins delta g divisé par r. Donc, autrement écrit, la forme que vous verrez, c'est comme ça. A, le facteur pré-exponentiel, c'est quelque chose empirique, donc il faut le mesurer. Donc c'est empirique, ce qui veut dire différent pour chaque réaction. Et qu'est-ce que ça mesure? Ça mesure la fréquence des collisions entre les molécules du réactif avec la bonne orientation. Donc, ce qu'on appelle l'énergie d'activation, c'est ça. Et c'est quoi l'exponentielle de moins
C'est une distribution. En particulier, c'est la proportion de molécules avec assez d'énergie. C'est la proportion on ne l'a pas discuté directement, mais c'est une distribution Boltzmann. On a vu un exemple dans la deuxième leçon du cours avec la distribution Maxwell, où on avait une distribution de molécules basée sur la vitesse. Ça vient d'ici. Donc, ça, c'est une distribution d'énergie qui vous donne la proportion de molécules avec assez d'énergie. Donc, c'est la distribution Boltzmann. Donc, A, c'est une mesure de la fréquence des collisions dans la bonne orientation. L'exponentielle moins delta G divisé par RT vous donne la proportion de molécules avec assez d'énergie. Le produit des deux vous donne une mesure de la fréquence des collisions des molécules dans la bonne orientation avec assez d'énergie. Donc, K, mesure du nombre de collisions Donc là, leçon pour la vie. Pour faire toute chose, il faut être à la bonne place avec assez d'énergie. Le A vous donne la probabilité d'être dans la bonne place. L'exponentielle vous donne la probabilité d'avoir assez d'énergie. Le produit des deux vous donne la probabilité d'être à la bonne place avec assez d'énergie. C'est tout. Donc la prochaine fois, on discutera la catalyse et les enzymes rapidement.